Après des moments d'hésitation, des doutes, d'inquiétude même, ça y est, le train électoral vient d'entamer les derniers virages qui doit en principe nous amener droit vers les élections du 20 décembre prochain. Mais une question continue de se poser avec acuité. Il s'agit de la transparence du processus électoral, voulais-je dire. Est-ce que la CENI des Kadima rassure quant à ces 379, c'est le numéro qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, vous nous suivez, on dirait de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Je suis très bien entouré. Je suis honoré de la présence de M. Léon Ngoulou III. Il est professeur de philosophie, ingénieur agronome, porte-parole national du candidat numéro 24, Adolphe Mouzito. Et il faut dire qu'il a été coordonnateur intérimaire du mécanisme national du suivi et en rang du vice-ministre. Monsieur Léon Ngoulou III, bienvenue. Ça fait un bail, hein? Oui, ça fait un bon moment qu'on s'est pas croisés, vous et moi. Depuis Sous l'arbre doré, Mirador Télévision. On a passé des bons moments. À vos côtés, je suis honoré de la présence de monsieur Yves Badjoko. Il est le secrétaire national en charge de la jeunesse et porte-parole du candidat numéro 21. Candidat numéro 21. J'ai cité monsieur Martin Fayoulou. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Effectivement, je suis porte-parole, particulièrement dans cette temps de campagne du candidat numéro 21, le candidat de la cohésion nationale, Martin Fayoulou, qui aujourd'hui a pris son envol pour une tournée dans la partie est de notre pays. Il va commencer par Bouta et il va sillonner Isiro, Kisangani, il va passer par le Nord Kivu, Bukavu et nous revenir ici dans à peu près une dizaine de jours. Bienvenue. Merci. Et en face de vous, honoré de la présence de Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, parce que c'est un avocat, mais il est le secrétaire exécutif au FPAI, Force politique et alliée de l'UDPS, candidat député national à la FUNA. Bienvenue. Merci John. Merci à notre qualité de secrétaire d'études de FPAI. Oui. Je souhaite une bonne campagne pour la République. Je sais que les Congolais sont nombreux en train de se préparer pour voter ce numéro 20. Et surtout au candidat FUNA que vous êtes. Et surtout au numéro 667 que je suis. D'ailleurs, les gens m'appellent Messi. Messi. M'appellent Messi pourquoi? Parce que mon numéro constitue à fin de compte le chiffre 10, le nombre 10. Quand vous prenez 6 plus 7 plus 6, ça nous fait 19. 1 plus 9, c'est 10. Donc, on m'appelle Messi, donc le chiffre gagnant. Voilà. Merci beaucoup, Joe Mukuna. Je commence par M. Léon Ngoulou III. Vous êtes dans le processus avec M. Adolphe Mouzito. Mais hélas, est-ce que ces processus vous rassurent s'il faut parler transparence? Vous parlez de la CENI. Vous parlez de la CENI, du processus en général. Bon, à ce stade, je pense que nous ne devons La transparence est-elle de mise? Je pense qu'à ce stade, nous ne devons pas critiquer la CENI. Nous devons faire confiance aux animateurs de la CENI qui ont préparé très certainement le processus électoral avec le plus grand soin et la technicité voulue. Donc je me réserverai de critiquer la manière dont la CENI a préparé ce processus. Je pense qu'il faut faire confiance aux animateurs de la CENI. Une confiance aveugle? Confiance aveugle, non, puisqu'il y a des mécanismes de contrôle, il y a toute une série de mécanismes qui sont prévus, notamment avec les observateurs, etc., etc. Mais je pense qu'à ce stade, voyons voir comment les choses vont se passer, et le moment venu, eh bien, on fera la critique s'il y a lieu. Le moment venu, donc vous vous préparez à toute éventualité, même si votre candidat, le numéro 24, n'est pas élu, apparemment vous vous préparez pour des contestations. Ce n'est pas ce que je viens de vous dire. Je vous parle de la qualité, du travail accompli par la CENI. Nous faisons confiance à la CENI et nous faisons confiance aux électeurs pour faire les bons choix. Les électeurs feront les choix qui conviennent parmi une offre politique importante, une offre politique très fragmentée. Vous savez qu'il y a beaucoup de partis politiques au Congo, vraiment trop. Vous voyez bien qu'au Parlement, on ne sait pas gouverner sans coalition.
Nous pensons que les Congolais sauront faire de bons choix parmi l'offre politique qui est disponible actuellement. Et Adolphe Muzito, qui a été Premier ministre, qui a obtenu des résultats très importants lorsqu'il a été pratiquement presque 4 ans à la primature, il a obtenu de très très bons résultats et je pense qu'il est vraiment un choix, une offre. Il a une offre et c'est un candidat de choix pour la plupart des Congolais qui ne vont pas s'y tromper. C'est le candidat numéro 24 qui va travailler 24 heures sur 24 pour que ce pays puisse être redressé. Mais parlant de la transparence, la SENCO, à travers Monseigneur Choulé, entredanse, il y a même certains candidats à la présidentielle qui l'ont aussi évoqué. On parle de plus en plus de la veillée électorale ou surveillance citoyenne. Les Congolais doivent faire la sentinelle la nuit du 20 décembre pour veiller à ces processus et beaucoup commencent même à penser qu'ils ne feront foi, crédit qu'au résultat qui viendra de la SENCO. Êtes-vous de cet avis? Je ne sais pas pourquoi la SENCO se mêle du processus. Veillée électorale, surveillance citoyenne. Je ne sais pas s'il on ne doit pas vous voler votre voix, votre choix. Non, je ne sais pas s'il est dans les missions de la SENCO de prendre des dispositions pour s'assurer de la fiabilité du processus électoral. Nous faisons confiance à la CENI, et puis c'est ainsi. Si on ne peut pas faire confiance à la CENI, bon, alors à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi les gens font campagne, on ne voit pas pourquoi les gens sont candidats. Je crois que nous allons vers des élections qui, en théorie, en principe, doivent avoir été très bien organisées par la CENI et qui est dirigée par Denis Kadima. Nous n'allons pas faire un expert électoral de renommée internationale, nous n'allons pas faire le procès ici. Les fichiers a-t-il été audité par un organe indépendant? Bien que ce n'est pas une exigence légale. Hein. Si ce n'est pas une exigence légale, je crois que... Mais pour des raisons de transparence, M. Ngoulou. Non, je pense que, écoutez, les partis politiques, les candidats se sont présentés à l'appel de la CENI pour être élus, pour être choisis, pour faire des propositions concrètes aux Congolais. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est qu'il y a confiance. Sinon, personne ne se serait présenté. À mon avis, je pense qu'on doit faire confiance à la CENI et on ne doit pas prêter l'oreille aux oiseaux de mauvais augure qui veulent faire croire que les choses vont très mal se passer. Donc, je pense qu'on doit être responsable, républicain et démocrate. Monsieur Fibadjoko, vous avez suivi M. Ngoulou du Nouvel Élan, porte-parole du candidat 24, numéro 24, M. Adolphe Muzito. D'ailleurs, vous, la question ne devait même pas se poser. Si vous n'avez pas eu confiance en processus, vous n'allez pas y participer en dernière minute, n'est-ce pas? Mais je suis d'abord très étonné de constater ce que M. Ngoulou évoque. Je tombe un peu dénu parce que je rappelle à M. Ngoulou qu'ensemble avec Nouvel Élan, lorsque les relations étaient encore cordiales entre nous, vous faisiez bon ménage. Nous avions milité contre effectivement la manière dont la CENI s'est installée. Nous avons milité effectivement contre la loi électorale telle qu'elle a été produite, parce que nous avons fait une proposition dans le cadre de la MOCA d'une loi électorale qui est différente de celle qui est présente aujourd'hui. Et je suis très surpris aujourd'hui que M. Ngoulou, qui parle au nom et pour le compte du candidat Muzito, se satisfasse de ce processus qui est totalement chaotique. Et je vous remercie d'évoquer ces sujets dans votre émission. Je me demande sur base de quoi est-ce qu'on se fonde pour dire que le processus est gage de transparence? Parce qu'il est piloté par un expert. M. Kadima n'est pas expert, ce n'est pas un expert dans l'organisation des élections, il est un expert dans l'observation électorale. Je mets quiconque à défi de me montrer un seul endroit où M. Kadima a organisé des élections, même une entreprise privée. Je ne pense pas qu'il ait cette expertise-là, et nous vivons. Malheureusement, je veux dire l'incompétence de M. Kadima, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Lorsque vous constatez que après, au 4e processus électoral, c'est là où on a la pire carte électorale qui puisse exister dans l'histoire des élections
républiques qui se veulent sérieuses. Lorsque vous constatez qu'aujourd'hui, que les duplicata sont monnayés, encore qu'il faut les avoir, et que même ces duplicata, pour certains, s'effacent encore. Lorsque vous constatez que les listes d'électeurs aujourd'hui ne sont pas affichées telles que le requiert la loi, lorsque vous constatez qu'à ces jours, nous sommes en campagne électorale, mais que les listes des candidats au niveau local ne sont pas disponibles, et que la CENI, toute honte bue, indique que les candidats au niveau des élections locales n'auront que 2 semaines pour battre campagne, en violation flagrante de la loi. Je me demande comment on peut se satisfaire au niveau local, les listes sont définitives. Non, elles sont provisoires. On n'a pas encore des listes définitives. C'est la CENI. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de la CENI. Alors je m'interroge sur quel environnement dans lequel nous nous trouvons. Lorsque M. Kadima implore M. Kazadi de pouvoir mettre à disposition 300 millions et quelques de dollars pour finaliser le processus. Alors je me demande comment est-ce qu'aujourd'hui on peut être confiant dans la transparence de ce processus. Comment on peut être confiant lorsque l'article 47.3 qui régit le processus, du moins le mode d'élection qui est le vote semi-électronique, n'a aucune mesure d'encadrement? Comment est-ce qu'on peut être confiant? C'est-à-dire que la transmission des données n'est pas encadrée par la loi. Donc aujourd'hui, entre la transmission des données à partir des centres des votes jusqu'au serveur central, au lieu de compilation, personne ne sait ce qui va se passer. La loi ne dit pas ce qui va se passer. Si vous avez un contentieux au niveau des élections, indifférent avec les votes, eh ben, la question ne se règle pas au lieu de la survenance de l'infraction, mais dans un centre de compilation qui serait, je ne sais pas où. Donc il y a énormément de problèmes sur lesquels nous devons nous atteler. Nous espérons résoudre. D'ailleurs, les candidats l'ont appelé, du moins 11 candidats l'ont appelé de tous leurs voeux pour discuter avec la CENI, pour discuter effectivement des règles du jeu, pour se convenir, pour les fixer de manière claire, de manière intelligible, pour que tout le monde ait le même entendement, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas tous le même entendement des règles du jeu. Lorsque vous entendez un pouvoir en place à appeler ces militants et militantes à pouvoir passer nuit dans les centres de vote pour surveiller le processus, mais il faut vous dire qu'il y a des problèmes. C'est extrêmement grave, parce que tout le processus... Surveillance citoyenne. Mais surveillance citoyenne de qui? De nous, on comprendrait, nous de l'opposition, nous de la MOUCA. Mais que ça vienne de l'UDPS qui dit qu'il faut surveiller le processus. Oui, mais l'UDPS est partie prenante comme vous. Mais l'UDPS est au gouvernement. L'UDPS a M. Félix Tshisekedi qui est censé être celui qui garantit le bon fonctionnement. Non, pas l'UDPS. Non, mais je dis M. Félix Tshisekedi, qui est issu de l'UDPS, qui est censé garantir le bon fonctionnement de toutes les institutions. Et la CENI est une institution d'appui à la démocratie. Dire ça, alors il y a un problème. Il y a un problème fondamental, il y a un problème sérieux. Nous disons que la question de la transparence, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas réglée. D'ailleurs, vous l'avez entendu, nous avons pris le risque et nous avons pris la décision, nous, la MOUCA, de ne déposer aucune candidature jusqu'à ce que la SENCO, l'Église catholique, qui sont partie prenante au processus dans le cadre de la société civile, parce que mon co-débatteur a semblé l'ignorer, prennent position en disant que voilà, nous allons faire une tabulation parallèle, nous allons faire un certain nombre d'actions, nous allons faire un audit citoyen, et bien ça nous a rassurés pour présenter les candidats de la cohésion nationale, les candidats numéro 21, pour participer à ces élections. Mais c'est Badjoko, vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction dans votre démarche? Au même moment, vous évoquez toutes les raisons que vous avez évoquées. Les processus est loin d'être transparent. Oui. Mais pourquoi vous ne vous retirez pas? C'est logique avec vous-même, tirez-en toutes les conséquences. Parce qu'il y a des parties prenantes qui ont pignon sur rue, qui ont démontré leur accompagnement de la classe politique, de la société, qui ont pris des positions. Je vous dis que la SENCO a clairement indiqué qu'elle ferait des tabulations parallèles à travers sa mission d'observation. Et qu'elle s'assumerait, et que les évêques s'assumeraient en dernier Une tabulation et une proclamation des résultats parallèles. Mais ne soyez pas... Mais j'entends beaucoup de gens être frustrés par cette question. Vous savez, M. Félix Tshisekedi a félicité la réélection de M. Emmanuel Macron. Vous savez, il a fait sur base de quoi? Il a fait sur base des résultats des instituts de sondage.
Parce que en France, par exemple, les instituts de sondage publient les résultats avant même que l'organe organisateur puisse les publier. Mais nous ne sommes pas en France. Ah, mais nous sommes une démocratie. J'ose encore croire et espérer que nous sommes une démocratie et que nous ne devons avoir rien à envier au peuple français, que nous sommes un peuple responsable, que nous sommes un peuple digne et que nous sommes capables effectivement de travailler pour la transparence, encore que nous nous disons démocrates et un pays démocratique. Donc ne vous sentez pas offusqués de cette question. Donc ça, ce sont des éléments effectivement qui nous ont rassurés, mais nous n'avons pas abandonné le combat, nous n'avons pas abandonné notre objectif d'obtenir la transparence. La SENCO fait sa part, elle fait ce qu'elle veut, nous faisons notre part. Je veux vous rappeler qu'ici, dans ce pays, c'est la première fois où des évêques, je ne parle pas de la SENCO, mais des évêques ont pris une position très claire et très tranchée en disant qu'au cas où les résultats seraient différents de la réalité, eh bien, elle appliquerait l'article 64. Ce sont les évêques, les hommes d'église, qui n'ont jamais pris de telles positions. Quelqu'un a parlé d'un homme fort. Moi, je ne veux pas aller, ce sont ses propos. Il fait, c'est M. Chollet. C'est M. Chollet qui l'a dit. Moi, je ne veux pas aller. Je ne commande pas ses propos, libre à lui. Mais effectivement, c'était une alerte qu'il a donnée. C'était une alerte qu'il a sonnée pour que nous puissions nous ressaisir, pour que nous puissions remettre le processus sur des droits chemins et pour que demain, au soir, au sortir des élections, que ce ne soit pas une occasion où le peuple va se fracturer encore plus. Déjà que le régime de M. Félix Tshisekedi avec le tribalisme a fragilisé la cohésion nationale. Il ne faudrait pas qu'on rajoute une couche à travers des élections qui sont, dans les résultats, sont totalement fallacieux. Donc voilà, nous tirons la sonnette d'alarme, nous continuons à nous battre comme nous nous sommes battus contre la machine à voter qui était illégale en 2018 et nous continuons à nous battre aujourd'hui pour obtenir... Et c'est avec cette même machine illégale que vous avez été élu président, votre candidat. La machine, en 2000... Vous voyez la sémantique que Kadima a pris cette fois, il le dit clairement, dispositif électronique de vote, parce que la loi lui permet. En 2018, la loi ne permettait pas un vote électronique et nous nous sommes battus contre eux. M. Nanga avait indiqué qu'elle ne serait qu'une imprimante et que les résultats... En fait, c'est un vote semi-électronique. C'est semi-électronique, effectivement, parce qu'on va imprimer, on va mettre... Mais il y a un problème parce que Mais c'est ce que je vous dis, l'article 47 est très ambigu. Spécifiquement l'article 47.3. C'est très ambigu. Pas vous dites semi-électronique. Normalement, le comptage, il s'est fait quand? Manuellement, c'est les dispositifs électroniques qui le font. Les deux. Ah ben les deux, c'est ce qui prime sur l'autre. On va vous dire que ce sera les bulletins papier. Eh bien, bien. Pendant que vous êtes en train de compter les papiers, M. Kadima aura déjà publié son vainqueur qu'il a dans sa poche. Et on sait tous qui roule et qui travaille pour Félix Tshisekedi. Donc voilà, il y a des problèmes fondamentaux, il y a des problèmes essentiels qu'il est encore temps de pouvoir régler. Il est encore temps de pouvoir régler. Il est encore temps de pouvoir régler. Et aux dernières nouvelles, votre candidat avec 4 ou 5 autres saisit la justice. Eh oui, c'est un processus... Au lieu de se plonger dans la campagne, vous ne trouvez pas qu'ils perdent encore leur temps? C'est comme s'ils n'étaient pas prêts pour ces élections. Pendant que le candidat Félix Tshisekedi faisait ses voyages pendant qu'il faisait ses voyages à travers le monde, nous travaillions déjà. Nous avons sillonné la République. Nous sommes le seul parti politique, le seul regroupement qui a sillonné quasiment toute la République. Mais là, ce n'était pas pour battre campagne. Mais c'est pour prendre les aspirations de la population. Ouais. C'est pour tâter du doigt la misère dans laquelle M. Félix Tshisekedi les a plongés et pour réfléchir à produire des solutions. La preuve, vous avez été, j'espère que vous l'avez lu, le manifeste de Kisangani, qui retraçait les grandes lignes de notre projet qui va se transformer en programme de gouvernance. Accuser Kadima et Kazadi en ce moment? C'est pas... une perte du temps. Mais que dit la loi? Ce sont nos droits. Personne ne peut s'aborder nos droits. À quelconque moment. La loi dit qu'il faut mettre à disposition des éléments pour la sécurité des candidats. Ce n'est pas fait. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se taise? Et on a rappelé ça. Eh bien, il ne s'applique pas. C'est notre liberté de les mettre devant la justice. La loi dit qu'il faut publier, afficher les listes d'électeurs au plus tard 30 jours avant le début de la campagne. Est-ce que ça a été fait? M. Kadima, en violation de toute loi. Et puis, il va plus loin, par exemple, pour les élections, il choisit les élections qu'il veut. Il dit, voilà, sur les élections locales, eh ben, les autres entités ne seront pas concernées, à part les grandes villes. Qui lui donne ce droit? Eh ben, c'est de notre bon droit de dire qu'il y a violation de la loi et de l'emmener devant. C'est simple. Vous voulez qu'on lui fait quoi?
qu'on aille casser la CENI, qu'on aille tabasser Kadima, qu'on aille tabasser Kazadi. Non. Et espérez-vous avoir gain de cause au niveau de la justice? Bon, la justice est théâtralisée, c'est M. Félix Tshisekedi. Mais pourquoi y aller alors? Mais c'est notre droit, nous appliquons notre droit. Ce n'est pas de la complaisance. Il n'y a aucune complaisance. Il n'y a aucune complaisance. C'est notre droit, nous exerçons un droit qui est le plus légitime. Nous savons que la justice est théâtralisée par M. Félix Tshisekedi. Mais vous y allez quand même. Mais nous y allons, c'est un droit et nous usons de nos droits. Merci beaucoup, M. Yves Badjokoya. Heureusement qu'il y a un allié de l'UDPS juste en face de vous. Vous avez suivi M. Badjoko, apparemment. Jusque-là, la transparence du processus piloté par Kadima continue de poser problème. Et au soir du 20 décembre, il risque de plonger ces pays dans le chaos. Merci, John. Je suis parti comme la MOCA en tant que supporter, bien sûr, du président de la République, en tant que IDPS, en tant que FPAI, je suis parti. Donc, s'il y a injustice, s'il n'y a pas de transparence, je suis aussi victime. Donc, ne prenez pas les choses comme hier, où malheureusement, l'organisation des élections, il était à l'approche de Kabila. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que vous avez demandé au départ qu'il y ait crédibilité des élections. Vous avez demandé au départ qu'il y ait respect du délai constitutionnel. Et ce qu'on vous a donné. Vous avez demandé au départ qu'il y ait transparence. Et ce qu'on vous a donné. Vous avez demandé à ce qu'il y ait inclusivité. N'est-ce pas? Et ce qu'on vous a donné. Donc, quelque part, s'il y a certains manquements, moi, c'est ce qui est aussi en tant que candidat, en sera aussi victime. Il faut qu'on fasse la différence. Parce qu'on accuse trop de ce qu'il dit. Et pourtant, quelque part, il parle de la CENI dans sa bouche. Quand il dit CENI, CENI, qu'est-ce que ça signifie CENI? Commission électorale indépendante. Alors, c'est une commission électorale indépendante qui n'est pas Tshisekedi, qui n'est pas Fayoulou. Et il joue, cette commission joue réellement de son indépendance. Donc, si le gouvernement n'a pas donné les moyens, le gouvernement n'a pas ces possibilités, c'est l'affaire de tous les Congolais. Et si le gouvernement donne les moyens, c'est aussi l'affaire de tous les Congolais. Je voudrais ici qu'on note une chose. Ça, je ne mâche pas les mots. L'incohérence qu'il y a dans cette démarche que la MOCA est en train de mener. Même les petits garçons, mes enfants de 8 ans, 9 ans, m'ont toujours posé la question, mais que veulent les fayoulistes? C'est ça ce qu'ils disent toujours. Que veulent les fayoulistes finalement? Parce que quand ils vont suivre cette émission, ou bien quand ils suivent cette émission, ils se rendent compte que mon co-débatteur ici en face a les difficultés de ne pas vouloir quelque chose et de l'accepter en même temps. Une chose est son contraire. Quelque chose que je ne veux pas, mais je l'accepte quand même. Mais vous allez où? Et là, ça déduit quoi? Ça déduit un calcul de contestation de l'élection. C'est-à-dire que je ne prépare pas l'élection, mais je prépare la contestation. Notons, si aujourd'hui, l'aventure de 2015, 2018 s'est répétée, l'opposition remportait l'élection. Là, ça peut arriver. Hein? Oui. C'est un scénario plausible. Là, la CENI a bien joué la carte. Non, soyez sûr, non? À ce moment-là, si Fayoulou gagne aujourd'hui, tout est bien. Tout est bien. Mais si Fayoulou échouait, la CENI n'a pas bien travaillé. Non. Il faut qu'on soit sérieux envers nous-mêmes. Les enfants nous suivent, les étudiants nous suivent. Nous sommes des professeurs. Quand nous sommes à la télévision, c'est pour enseigner. C'est pour apporter ce que nous connaissons. Ce n'est pas donné à tout le monde. Qu'on dise ce qu'on reproche à la CENI. Et aussi évaluer si ce n'est pas mineur. Parce que c'est l'œuvre humaine. Quand la loi ne prévoit pas l'écart qu'il y a entre le centre de compilation et la proclamation des résultats, qu'est-ce que ça va avec la CENI? Parce que la CENI n'est pas le législateur. La loi est l'œuvre du Parlement, les députés. La loi n'a rien prévu. Qu'est-ce que vous voulez que la CENI fasse? La CENI sait qu'en recevant les résultats, si rien n'est dit, il prend ces résultats, ils amènent là-bas, on proclame les résultats. On les proclame. Mais quand il y a un vide là-bas, vous voulez que Kadima fasse quoi? Non. Il n'a rien à crier. Parce que là, on ne l'a pas prévu. Vous avez demandé ici depuis le début. Nous voulons l'inclusivité. Nous voulons les délais constitutionnels. Ça y est. Les gouvernements de la République.
avec ces maigres moyens, vous savez que nous sommes dans une période où le Congo est en guerre. Non, non, mais le financement du processus pose encore problème. Hein? J'en arrive. Oui, oui. J'en arrive. Nous sommes en guerre. Vous connaissez ce que c'est le coût de la guerre. Mais le gouvernement a fait un effort pour vous assurer et vous rassurer qu'il y aurait élection avec les financements propres de la RDC. Et ce qui est en train d'être fait. Mais vous êtes sûr que nous aurons des élections, c'est pourquoi vous battez campagne. Je l'ai vu en drapeau en train de battre campagne pour le candidat numéro... Je ne connais même pas ce numéro. Numéro 21. Je ne connais même pas. Moi, ce que je connais, c'est le numéro 20. Et aussi, un peu de numéro 24, parce que... C'est tout à fait normal. Donc, comprenez? Non, je connais le numéro 20, je connais le numéro 24. Pourquoi je connais ces deux numéros? C'est normal. Pourquoi je connais ces deux numéros? C'est un allié désormais. Non, pas allié. Oui. Parce que vous l'avez présenté comme tel. Non, mais j'ai présenté aussi le numéro 21. Non, non, je n'ai pas suivi ça. J'ai suivi le numéro 24. Vous avez une oreille J'ai suivi le sélective. numéro 24, n'est-ce pas? Et identifié sur le nom de Mozitou. Et je connais aussi le numéro 20. Et il y a un autre numéro que je connais que je ne cite pas. C'est proche du numéro 1 que je connais. Les restes là, je ne connais pas. Et je voudrais ici rappeler à l'opinion que ils avaient tendu un piège au gouvernement de la République Lesquels? pour que tout s'embrase si jamais il y aurait élection. Ah, c'était ça les pièges. Mais c'est ça. On vous dit, délai constitutionnel, ça passe ou ça casse. Avec trop de bruit. Tu sais qu'il y a des fonctionnaires qui étaient payés pour ça. Pour les élections. Mais oui. Mais c'est normal ça dans Mais une non, c'est république. normal parce que vous n'avez pas l'argent. Donc, Les affamer budgets- les fonctionnaires- Les budgets que tu vois ici. Non, non, s'il vous plaît, Les John budgets que tu vois ici, attendez, John non. Mukuna, faut-il affamer les fonctionnaires pour organiser Les élections? budgets que tu vois ici, Oui. ce n'est qu'une prévision. Quand vous dites 10 milliards, c'est une prévision. Il faut avoir ça maintenant. Mais gouverner, Ce c'est qui fait prévoir que- aussi. C'est prévoir, non? Ouais. C'est prévoir. C'est pourquoi, en fin de compte, avant la fin du mandat, ils ont fini par être payés. Donc, c'était un budget complaisant. Non, pas complètement. J'ai dit c'est pourquoi, en fin de compte, Ouais. ils ont fini par être payés. Mais en ce temps-là, il fallait tout faire. Parce que le processus est numériquement calculé. On vous dit en tête qu'on doit faire ça. Il faut à tout pour chercher l'argent. C'est la différence. Donc, parce qu'il fallait répondre à cette obligation constitutionnelle d'amener les Congolais aux élections en décembre 2023. Ce qui a été fait. Ils ont dit non, non, inclusivité. Ce qui a été fait. Tu sais, les Congolais juraient ici que nous allions aux élections sans la candidature. Les Congolais, hein, il y a une certaine opinion, sans la candidature de Moïse Katumbi. Parce qu'ils disaient que c'est un monsieur qui est étranger. Mais l'État congolais a estimé que ce monsieur est congolais et il mérite de poser sa candidature. Et voilà. Donc, pour vous dire quoi? Il faut reprocher une chose, mais pas son contraire. Il faut vouloir une chose et pas son contraire. Ou vouloir le contraire, ou ce qu'on veut. Parce qu'ici, nous allons voter ce 20 décembre. La CENI proclamera les élections. Mais déjà, vous vous mettez dans votre tête, la tête des Congolais, que nous n'allons pas accepter ces résultats. À cause des raisons qu'il a avancées. Mais quelle raison? La transparence. Mais quel est l'indicateur de la transparence? On vous a appelé... Les fichiers n'ont pas été audités Mais par ce n'est un pas organe l'indicateur de la indépendant. transparence. Ce n'est pas l'indicateur de la On transparence. devait afficher la liste des électeurs Ça a été affiché. 30 jours avant. Ça a été affiché. Ça a Et, été affiché. et d'où viennent les préposés? Mais il faut lui demander. Non, non. Non, ça c'est la CENI. Les préposés, Il y a un c'est communiqué Je officiel dis de la ceci, CENI. hein, les listes des candidats ont été affichées. Je suis candidat. Je suis candidat. Non, pas des candidats, des électeurs. Nous parlons de la liste Papa, des électeurs. les listes des électeurs- Ce qui est différent des candidats. Mais il faut lire la loi, non? Il faut lire la loi. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une période très, très, très suspecte. Parce que si vous prenez les listes de candidatures, vous affichez, vous connaissez le sort.
Liste des électeurs. Des électeurs, vous affichez aujourd'hui. Ouais. Vous en connaissez le sort. Non, mais ce n'est pas la première fois. Vous en connaissez le sort. Quel sort? Qu'est-ce qu'on a reproché à Ngoïmounda l'autre fois? Mais nous sommes dans des paroles très pluvieuses. Et on peut évaluer sur la minute Maramoko. Donc il n'y a pas de vanne. Quelle balle? Quelle balle? Mais, bon, prenez pendant vous savez, le mois de novembre, ça a toujours été un mois pluvieux. Mais pourquoi Ngoïmounda avait affiché, Malouma lui a eu ce même problème. Mais lui au moins avait affiché. Mais quand il a affiché, malgré les intempéries, qu'est-ce que nous avons vu? Par contre, Nanga a affiché, parce que la pluie au mois de novembre a affiché début décembre. Ce qui a fait que pour Nanga, on a retrouvé les listes. Donc c'est ça la raison. Non, ce n'est pas ça la raison, on est réaliste. Vous demandez à celui d'afficher aujourd'hui, il a pluie, ça bat et ça part. C'est pourquoi, dans cette optique-là, que Nanga à son tour a affiché au mois de décembre. Et ces listes sont restées longtemps jusqu'aux élections. Et cela ne peut pas être une condition qui puisse dire que, soutenir la thèse sur laquelle il n'y a pas de transparence. Non. Non. Donc, mais puisque vous estimez qu'il n'y a pas de transparence, mais pourquoi vous cheminez? Restez. Ah non, c'est ça votre calcul, c'est ça votre schéma. Faire en sorte que les processus soient médiocres, afin que les amis... Mais le schéma de qui? Parce que je suis aussi parti, et victime aussi. Quel schéma? Les schémas du camp présidentiel. Quel camp présidentiel? Du régime en place. Le camp présidentiel gère la CENI. Comment est composée la CENI? Est-ce que les présidents de la CENI appartiennent à la majorité présidentielle? Les présidents de la CENI appartiennent à la société civile qui dirige généralement les catholiques. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Merci, John. Donc, je voudrais ici que quand on est devant les micros, qu'on dise des choses bien et vraies qui doivent aider la société. Mais qu'on ne vienne pas préparer ici, n'est-ce pas, la contestation, qu'on ne vienne pas nous imposer une démarche, alors dans le sens de préparer non pas l'élection, mais la contestation. Nous voulons qu'il y ait des élections, que les meilleurs gagnent. Moi, je sais que Tshisekedi va gagner. Le numéro 20 va gagner cette élection. Le numéro 20 va gagner le 20. Parce que les tableaux répartis géographiquement lui donnent tous les pouvoirs de gagner l'élection. Non, on revient sur ça dans la deuxième partie. Je sais aussi que en gagnant l'élection, il va bien gouverner, contrairement... On va en parler. Je prends une seconde. Je sais aussi que en gagnant l'élection, il va bien gouverner parce qu'il aura la majorité que je veux le donner. Mathieu Takizala. Comme on sera élu à la FUNA, comme député national, pour lui donner cette majorité à l'Assemblée nationale. Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, directeur général des spéciales Autogarage. Bienvenue. John, en tout cas, millième excuse. Vous savez, ça va. En tout cas, je demanderais, parce que cette grande émission de Kinshasa, Débat 24, qu'on a l'habitude, ça fait 5 ans que je suis à Kinshasa, je ne manquerai pas le respect à ceux qui nous suivent à la maison, mais sauf que rien n'est régulier. Vous savez, dans une jungle, quand on ne coupe pas, donc rien n'est régulier. Je vous dis que je ne peux pas mettre un tronçon qui ne fait pas 100 km et 3 heures du temps. Allez-y comprendre. Je crois, mais le processus électoral va se faire, dans la vie nationale. Processus électoral, 6 jours après le lancement de la campagne électorale, est-ce que les processus vous rassurent s'il faut parler ou prendre rien que les volets transparence? Logiquement, d'abord, ça fait 6 décennies, John, qu'on a accédé à ce qu'on appelle... C'est le 4e cycle. Oui, donc 6 décennies dans la globalité, la gestion collective des Congolais, les natifs. Mais nous savons que nous devons... Ce qui fait avancer les gens, c'est reconnaître un peu le péché ou le défaut. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une gloire folle, collectivement, mais les choses ne bougent pas, selon les Congolais. Il y a plus d'intellectuels aujourd'hui, entre guillemets, ceux qui ont obtenu des diplômes dans des instituts supérieurs, mais nous voyons que collectivement, vous voyez que le Congo reste uniquement cet entonnoir qu'on appelle Kinshasa, où tout le monde, en fait, ça fait même plus beau à vivre chez moi, Dikwit. Vous comprenez? Or que l'autre, entre guillemets, on devait rester là-bas. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les gens doivent savoir pourquoi d'abord on fait des élections. L'élection, on jauge la démographie de la société, dans tout le secteur de la vie nationale. Et on doit commencer maintenant à épingler, à élaborer les stratégies face à nos dilemmes. Mais l'élection, ce n'est pas l'histoire d'élire des gens. Vous regardez tous les canicots là. Hein, au lieu que ça soit même la publicité de Saint-Glace pour que les gens puissent travailler, mais on voit le visage des gens. Les idéologies reculent. Et
le fondement d'une élection, c'est la sociologie de la société. Ça veut dire que les idéologies politiques se reposent à des classes sociétales. Or, aujourd'hui, dites-moi, nos idéologies politiques se reposent en quoi? Les bouilles des gens, le visage des gens? Messieurs, 60 ans, même pas 3 km de routes, 30 km, 3000 km de routes bâties par l'intelligence locale. De tout le monde est devenu, est-ce que la politique peut être un métier? Ça paye bien chez nous, la politique paye Mais bien. ce n'est pas sérieux, John. Vous êtes quelqu'un qui a fait des études de droit légaliste. Nous devons créer une société avec le système. L'administration, on ne parle même pas d'administration. L'administration économique, ça veut dire que l'élite économique requille aujourd'hui dans ce pays et que nous sommes dans un pays, pour acheter un véhicule à 50 000 $, il faut être à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas normal. On revient sur la transparence. C'est pas, la transparence, c'est quoi? Normalement, j'ai toujours dit dans ce plateau, l'élection devait être gérée par ce qu'on appelle l'administration territoire. Mais nous, on a choisi ce qu'on a fait. Un organe et aujourd'hui, indépendant. c'est les politiques qui devaient être les compétiteurs, ils sont à la fois jugés partis. Donc, on a commencé, depuis qu'on a commencé ce processus, à chaque fois, même la CENI est politisée. les uns disent, Oui. non, nous ne sommes pas là-bas. Les autres disent, bon, nous, on va gagner. Respecter les électeurs. Ça veut dire que quand on séduit une dame dans la rue, on ne le minimise pas. Mais l'électeur congolais, comme si on le prend comme un pigeon. Ce n'est pas sérieux. On ne gagne pas le combat avant de l'affronter. Ça veut dire que le combat aujourd'hui, c'est le dilemme de la société congolaise. Cette société où l'exil est devenu l'une des solutions, vous comprenez? L'exode est devenu l'une des solutions. Et on se glorifie. Même quelqu'un qui n'a pas travaillé, mais il estime qu'aujourd'hui il peut représenter les gens. Ce n'est pas sérieux. Merci. Moi, pour moi, il faut que le prochain législation qui viendra dans ces pays, on doit conditionner la condition de mettre des gens comme candidats pour représenter les gens. 5 ans d'éligibilité, 5 ans où quelqu'un a déjà payé des impôts, il nous montre 5 ans de fiches de paye. Peut-être ça peut réguler les choses impôts. ici. Ce n'est pas sérieux. Donc on se réveille le matin, comme il y a... Oui, vous montrez 1000 hectares de champs. Non, 1000 hectares de champs. 1000 hectares de Oui, champs. vous avez étudié, vous êtes intellectuel, mais créez même une porcherie des trucs de porc. 1000 poulaillers. Mais oui, on voit vraiment que oui, les gens ont besoin de servir l'État. Parce que là, ça devient un jeu folle, où tout le monde, regardez la ville. Regardez la ville. Moi, je suis de la diaspora. Regardez les entrepreneurs de la diaspora. La diaspora, c'est le 27e région de la démocratie du Congo. Mais quand on rentre ici, ça fait 60 mois que je suis ici, non? Quel est le guichet qui nous reçoit, nous, les entrepreneurs de la diaspora? Non, mais il y a un guichet unique. Ah Pour bon, investir. guichet unique. Ouais. Ah bon. Au moment Au votre guichet entreprise. unique, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon économique, c'est le greffe administratif. Or, il faut avoir un écosystème pour permettre aux entrepreneurs d'émerger. Je crois qu'on doit épingler les vrais problèmes de la société congolaise, éviter de faire des faux fuyants, Merci, et que la Christian. politique ne peut pas être un métier. Il faut Merci. décourager aux gens, ceux qui voient aujourd'hui que pour servir la nation, il faut être uniquement Mais c'est Ngoulou. politique. Mais c'est Ngoulou, 6 jours après, comment s'annonce la campagne? Estimez-vous qu'elle augure des élections apaisées ou nous venons là d'entrer dans une zone de haute, de grande turbulence et que si l'on y prend garde, tout peut arriver? Une campagne électorale, c'est un moment important dans la vie nationale, c'est un moment périodique. C'est l'occasion pour tous les Congolais, Congolaises, Congolais, de communier ensemble autour des valeurs de la démocratie. C'est en quelque sorte un nouvel élan. Chaque campagne électorale est un nouvel élan pour que nous puissions ensemble définir l'avenir du Congo. Et on le fait ensemble. C'est pour cela qu'il y a des élections. Les Congolais se choisissent des représentants. Donc je ne veux pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, être un prophète de malheur. Je ne vois pas pourquoi il faudrait imaginer que cette campagne électorale s'achèvera mal. Elle s'achèvera avec des résultats électoraux. Elle s'achèvera avec un président de la République. Elle s'achèvera avec des députés nationaux, des députés provinciaux, des bourgmestres, des chefs de secteur, des conseillers communaux, je vous l'ai dit, qui vont choisir après les bourgmestres. Mais c'est un moment important dans la vie nationale et nous ne pouvons pas penser à mal. Nous devons cesser
à chaque fois de penser que nous allons vers Armageddon à chaque fois qu'il y a des Vers élections. l'apocalypse. Vers l'apocalypse. Je ne pense pas. Mais je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui m'a vraiment intrigué chez Monsieur Badjoko, oui, mon du parti modérateur. de l'ECD. Et je comprends très bien sa position, et c'est une position qui est républicaine, et je saisis très bien les griefs qu'il formule, qu'il peut formuler par rapport à ce processus. Mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est que, justement, un candidat se présente seul aux élections sans son parti, alors qu'il est chef de parti. Alors ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que il y a comme si, vous savez, quelqu'un qui est en mission, une mission particulière. Parce que je ne vois pas vraiment comment on est, en étant chef de parti, décidé, en ayant été soi-même candidat en 2018, en ayant fait d'ailleurs un très bon score. On ne va pas revenir sur ce qui s'est dit ou ce qui ne s'est pas dit. Ne revenons Élu pas ou là-dessus. pas élu, On ne sait pas. c'est une page tournée. Voilà, c'est une page tournée, mais ce que je ne saisis pas dans la démarche, c'est que il dit à ses troupes, n'y allez pas, mais moi j'y vais. Bon, passons. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi parler un petit peu des programmes, hein, cher John, parce que vous savez que le temps nous est compté dans l'émission, Ouais. et on ne peut pas rester simplement sur... Mais jusque-là, on ne sent pas beaucoup votre candidat, hein, le numéro 24. mais Alors que les amis, les Tshisekedi, Katumbi, ont pris de l'avance. Hein. bah oui, mais bon, Même Fayoul aussi. vous savez, traditionnellement, on commence une campagne électorale dans la capitale et on l'achève un peu où on veut. Eh ben, le Congo est vaste. Voilà, mais traditionnellement, il est bon, le candidat a préféré, Adolphe Muzito a préféré commencer dans la capitale. Il s'est Une présenté, semaine après. non, il s'est présenté, il a présenté son programme, un programme chiffré. J'ai des programmes de beaucoup de candidats qui ne sont pas des programmes chiffrés. Il a présenté son programme à Grande Salle Boboto, ça s'est très bien passé. Et on va parler de ces programmes, je l'espère. J'espère que vous allez nous poser des questions sur les programmes. Parce que j'ai ici le programme de Félix Tshisekedi. Je crois peut-être programme, les amis peut-être ne l'ont pas préparé. Bon, On fera ben, peut-être une j'interviens émission. là-dessus, j'interviens en bref. Hein, Oui, rapidement. Mais on fera une émission programme contre programme. C'est ça. Ouais. Oui, c'est une bonne idée. Alors, moi, j'ai ici le programme du candidat Félix Tshisekedi. Vous savez, Félix Tshisekedi, moi, j'ai beaucoup de considération pour lui. Il a fait certaines choses qui vont tout à fait dans la bonne direction. Mais je vois que dans son programme, je vois une demi-page sur l'agriculture. Ça, c'est pas demi-page. oui, une demi-page. Vous voulez tout un syllabus sur Ben non, mais l'agriculture? écoutez, quand on dit que l'agriculture, c'est la priorité des priorités et qu'il n'y a Mais qu'une ça, ce n'est qu'un demi-page, résumé. ben non, mais on ne peut Oui. pas. Écoutez, alors là, si la priorité des priorités, tout ça, c'est quoi? Et ça, juste ça pour l'agriculture, ça, c'est pas possible. Donc, je le dis, je suis également ingénieur agronome. Donc, je crois que tous les agronomes du Congo vont rester sur leur faim par rapport à son programme, parce que c'est un programme qui ne dit absolument pas qu'il faut des incitations fiscales pour relancer l'agriculture. Vous savez que toutes les cultures coloniales ont quasiment cessé d'être produites au Congo. Le Congo profond est à l'agonie. Je vis personnellement depuis plusieurs années à Lukula, dans le Mayombe, sur la route de Tchéla. Eh bien, quand vous vivez dans les territoires, vous vous rendez compte qu'il y a une extrême pauvreté, et puis cette pauvreté est causée par le fait que l'agriculture est moribonde partout. Alors, je me dis ceci. L'agriculture est moribonde dans tout le Congo. On produit plus de coton, plus de jute, plus de sisal. Mais il n'y a aucun programme de désenclavement. Je vois ici dans le programme du candidat Tshisekedi, j'ai regardé dans le programme du candidat Moïse Katumbi, je ne vois pas parler sérieusement de désenclavement. Tout le monde voit bien que le Fonds national d'entretien routier, le FONER, ne fait pas son travail. On se demande bien à quoi ça sert. L'AGCT, Agence coloniale des grands travaux, on se demande aussi à quoi ça sert, n'est-ce pas? L'OVD, dès qu'il pleut à Kinshasa, c'est la catastrophe partout, on ne sait plus sortir de chez soi. Donc, au niveau des routes de desserte agricole, les dessertes agricoles, n'est-ce pas? Les transports, les communications, c'est la base de tout. Avec l'administration, bien entendu, mais c'est la base de tout. Je crois qu'on doit parler vrai, on doit dire aux Congolais les vérités. Et quand on propose un programme aux Congolais, on doit chiffrer ce programme. D'où viendra l'argent? Vous lisez le programme des candidats,
tous les programmes que j'ai consultés, Non chiffré. ils vous disent tout, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, des chapelets de bonnes intentions, et puis il n'y a pas de chiffre. Je vais chercher l'argent où? On ne sait pas. Mais quand vous dites je vais faire ceci, vous devez dire aux Congolais, D'où viendra l'argent? Je vais le faire par prélèvement fiscal, ça je vais le faire par emprunt, ça je vais créer un fonds souverain. Voyez, Ça, je vais emprunter. Ça, je vais couper ailleurs pour ajouter ici, mais vous ne pouvez pas dire aux Congolais, je vais faire, sans leur dire comment ça va se financer. Je vais terminer la guerre en 6 mois, par exemple. Vous savez, je pense que sur la question de la guerre, nous devons rester républicains. Hein, je pense que ce n'est pas une question avec laquelle il faut plaisanter. Hein, le président de la République, dans ses prérogatives, l'actuel président de la République a dans ses prérogatives, article 69, l'intégrité du territoire sous sa responsabilité. Je crois que la question de la guerre à l'Est, ce n'est pas un sujet sur lequel il faut plaisanter. Il faut laisser, n'est-ce pas, le président de la République, jusqu'au dernier jour de son mandat, il est commandant suprême des forces, envoyer nos soldats pour régler cette affaire qui n'a que trop duré. Donc ici, je pense que ce n'est pas ça dans le débat électoral. Mais pour ce que j'ai dit... C'est une question à écarter du débat électoral. Non, ce n'est pas une question à écarter du débat électoral. Ce qui est vrai, c'est que nous avons un problème fondamental. Nous n'avons pas la paix dans l'Est de la RDC. Donc ça veut dire que notre défense nationale est faible. Nous avons un problème également avec la sécurité, évidemment. Donc c'est que notre FARDC et la police nationale. Mais nous avons aussi un problème de diplomatie. On se rend compte que la diplomatie de la RDC n'est pas très forte. Vous rendez bien compte que la RDC participe pour l'essentiel de sa diplomatie à des organisations qui sont je termine par là, oui, qui sont à l'Est. Vous avez la CRGL, la CPGL, l'East African Development Community, etc. Et puis, bon, ça remonte au moins 3 ou 4 organisations sous-régionales là-bas. Sur notre façade atlantique, il n'y a rien. Il n'y a pas de diplomatie atlantique. Nous avons 42 km. Là, c'est beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest. Mais non, mais attendez. On ne s'est pas engagé. Mais attendez, nous n'avons. Le Congo n'a pas d'avenir indien, n'a pas d'avenir dans l'océan Indien. Nous n'avons pas de sortie maritime dans l'océan Indien, mais l'essentiel de notre diplomatie est là-bas. Alors que nous avons une façade maritime très importante, pas en termes de distance, c'est 42 km seulement, mais ça nous ouvre tout l'Atlantique. En face, c'est le Brésil. En face, c'est les États-Unis. Quand vous êtes à Moanda, vous regardez de droit devant vous, c'est le Brésil, c'est les États-Unis, c'est le Mexique. Plus loin, plus haut, c'est le Canada. Oui, donc avec des pays avec lesquels nous devons avoir une véritable coopération atlantique. Il faut que le Congo ait une coopération atlantique. Il faut que nous ayons un commerce atlantique. Merci. Voilà. On reviendra pour parler programme. Oui, parlons plutôt des choses que les Congolais veulent entendre. Alors, M. Badjoko, certainement vous allez rejoindre ce que M. Ngoulou a avancé comme argument contre votre candidat, bien sûr. Mais 6 jours après la campagne, estimez-vous que tous les candidats, surtout au niveau de la présidentielle, sont traités de façon égalitaire? Je vais arriver, mais vous entendez bien que tout ce que j'ai évoqué ici, personne n'a été en mesure d'aller dans le sens contraire dans la question de la transparence du processus. Mais je vais rajouter 2 couches encore. Est-ce que vous savez que nous sommes en pleine campagne électorale alors que certaines régions de notre pays sont sous état de siège? Pas tout le monde le sait. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est compatible? Est-ce qu'un état de siège est compatible avec des mouvements politiques? La réponse non, ça a été allégé. Mais d'abord, est-ce que la loi permet l'allègement de l'état de siège? Encore une autre violation de la Constitution par M. Félix Tshisekedi. Donc vous voyez les contradictions dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous avons notre droit et cette responsabilité de pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que mes co-débatteurs ont lu l'article 176 de la loi électorale? Que dit l'article 176? C'est sur les élections locales. Eh bien, il faut avoir 18 ans maximum, mais il faut pouvoir prétendre à avoir 5 années d'expérience politique. Il faut pouvoir prétendre d'avoir un diplôme universitaire. Eh bien, comment vous expliquer que la loi elle-même subit des contradictions? La loi est en contradiction avec elle-même. Mais ça, on n'en parle pas. Comment est-ce qu'on peut parler de gage de transparence alors que la loi, mon co-débatteur est un praticien du droit? Comment est-ce qu'on peut être en contradiction? Mon co-débatteur dit que voilà, la CENI s'est octroyé le droit de ne pas respecter la loi parce que les papiers se seraient mouillés. Qu'est-ce que la CENI a à faire de ça? La loi dit qu'il faut afficher. Mais afficher avec indication de bureau de vote. Eh bien, faites ce que la loi dit.
Si les intempéries frappent, ce n'est pas votre problème. Vous aurez au moins respecté la loi. Mais encore que vous auriez dû placer le cadre dans lequel ça se fait. Vous auriez dû placer des valves sécurisées, où la population pourrait venir consulter les listes d'électeurs. Je vous indique qu'ici, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore de liste définitive sur les candidats aux élections locales. Et que les candidats aux élections locales n'auront que 2 semaines. Cette discrimination, est-ce que la CENI a le droit d'appliquer cette discrimination pour des candidats? Et bien la réponse est claire, la réponse est non. Donc demain, la CENI va se permettre des libertés par rapport à la loi, et on va dire, voilà, pour une raison ou pour une autre, et bien la CENI avait le droit de... Peut-être que ces élections risquent de ne même pas avoir lieu. Hein? Ben, encore que, parce que maître, rappelez-moi le nom s'il vous plaît, Maître Mukuna. Maître Mukuna a indiqué que nous avons un certain fixisme sur le mandat. Oui, nous avons un fixisme sur le mandat. Passé 5 ans, le 23 janvier 2024 à minuit, eh ben, M. Félix Tshisekedi, déjà qu'il est illégal, déjà qu'il est illégitime, il va souffrir d'illégalité. Et nous ne l'accepterons pas. Si les élections n'ont pas lieu, comme vous l'évoquez, comme vous le supposez. Non, les élections ont lieu. Vous le supposez. Moi, je parle des locales. Ouais. Nous parlons des élections. Non, la présidentielle, il y a plus de débat, M. Badjoukou. Mais qu'est-ce qui vous rassure? Il y a 300 millions qui manquent. C'est pour quelles activités? Est-ce que mais nous sommes en pleine campagne. Mais il reste les matériaux. Il n'y a pas 2 semaines, M. Kadima nous a présenté des dispositifs électroniques de vote qui étaient en Corée. Et il faut qu'ils arrivent. Ça viendra par avion. Mais quand bien même, il faut les déployer. Si vous n'arrivez pas, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, est-ce que nous parlons de nos frères de Bonagana, de Kishiche, de Kiwanda? Non, et eux n'iront pas aux de quel droit? De quel droit? Parce que c'est le pays qui est en guerre, ce n'est pas Bunagana. Et encore que vous ne reconnaissez pas la guerre, vous dites agression. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Donc il y a tellement de choses. Mais c'est une guerre d'agression. Mais c'est 2 choses différentes. C'est une guerre d'agression. Non, l'agression et la guerre, c'est 2 choses différentes. La guerre, elle est déclarée. Une guerre d'agression. La guerre, elle est déclarée. Et l'agression, elle peut survenir et on la constate. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et comme nous le disons, au 23 janvier 2024 à minuit, oui, nous avons un fixisme sur le mandat. Et bien le mandat de M. Tshisekedi, il sera fini. Et bien si d'aventure il n'y a pas élection, nous irons dans une transition sans lui pour remettre les choses en marche. Comment expliquer encore? Comment expliquer? Comment expliquer? Mais la Constitution est claire, la Constitution le dit. Ça, ce n'est pas. Mais vous prenez aujourd'hui Kabila pour modèle. Vous le prenez en exemple aujourd'hui. Vous le prenez. Nous n'avons jamais accepté. Jamais. D'ailleurs, je me rappelle. Non, je dois répondre directement. Je me rappelle que la classe politique s'est retrouvée pour octroyer à Kabila 2 ans. Dialogue. Alors. Badjoukou. Vous avez la parole. C'est vous qui avez la parole. Vous le dites très bien. C'est la classe politique qui a... Y compris vous. Oui, nous avons convenu au travers d'un accord, tous ensemble, signé par tous ensemble. Mais il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. C'est moi qui ai la parole. Le président reste en fonction. Jean Mukuna, non, juste après lui, c'est vous qui aurez la parole. Laissez-moi finir. Encore que vous faites une mauvaise interprétation de ça. Vous dites que les élections ont été financées en totalité par la RDC. Mais encore, j'espère que vous n'êtes pas comme M. Tshisekedi, qui n'est pas au courant de certaines choses. Les États-Unis ont contribué avec 23 millions de dollars. Vous vous rappelez? Alors vous ne pouvez pas dire que... Attendez, renseignez-vous s'il vous plaît. Les États-Unis ont contribué avec 23 millions de dollars dans le cadre du processus électoral. Donc arrêtez de nous dire... Et vous dites, mais c'est extrêmement grave, que le budget n'est qu'une prévision. Et puis après, oui, c'est une prévision, mais c'est une prévision qui se fait sur quelle base? Sur base d'une réflexion, sur base des préalables que vous avez constatés, des projections que vous faites. Vous dites l'argent, il y en a, je suis heureux. Il faut aller dire ça à Jikoko Mulumba, qui sur 16 mois de travail n'a été payé que 3 mois. Ce ne sont pas mes propos, ce sont ses propres propos, ils sont pleins. Donc est-ce que l'argent est disponible? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que nous voulons en réalité? Nous voulons des élections, mais des élections transparentes. Et c'est pourquoi nous nous battons pour avoir ces élections transparentes. C'est pourquoi nous avons pris la grave décision, nous en tant que politiques, de risquer de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux pour obtenir cet élément de transparence. J'ai dit tout à l'heure que nous avions obtenu certains gages à travers la SENCO. Mais on nous pose la question de savoir pourquoi est-ce que le candidat Fayoulou, le candidat de la cohésion nationale, le numéro 21, va tout seul. Mais il ne faut pas nous poser à nous cette question, comme je l'ai dit tout à l'heure en off. Il faut poser la question à Rex Kazadi.
C'est un candidat indépendant. Il n'a même pas une assise politique. Tout comme une machine politique qui va l'aider, tout comme Tshisekedi. Oui. Mais peut-être Tshisekedi, il a une machine politique d'union sacrée qui peut l'aider à ses ambitions. Il y a Madame Ifoku qui n'a pas de candidat, qui n'a pas de majorité a priori, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que les gens ont déjà de la majorité pour la Non, mandature. pas la majorité, de mais une 2024. machine électorale qui nous accompagne. Martin Fayulu est parti sur le label Lamouka Fayulu. Et encore que Lamouka existe et qu'il y a des partis politiques dedans. Nous sommes là SID, nous sommes là, nous travaillons avec. Eh bien, après les élections, nous allons constater encore que la majorité se constate au travers comment on appelle le monsieur qui est chargé d'identifier la majorité. J'ai oublié. L'informateur. L'informateur qui sera nommé du reste par le président qui est en fonction. Donc, donc vous allez recruter une majorité. La majorité. Le système politique de notre pays ne permet à aucun parti politique, aucun regroupement politique de pouvoir obtenir une majorité. Ça n'existe pas. Non, mais il y a un départ. Il faut impérativement faire des... On ne part pas dans les vies. Il faut impérativement conclure des alliances. Donc le système est différent. Et d'ailleurs, lorsque nous étions encore avec Adolphe Muzito à l'époque, lorsque nous avons contesté la loi électorale, nous avons proposé une loi qui permettait un mode qui, un mode qui permettait d'avoir des partis qui puissent avoir une majorité indépendante. Laissez-moi juste finir en 2-3 mots. Ouais. Monsieur Ngoulou a évoqué quand même une question importante sur les propositions. Le projet. Qu'est-ce qu'on offre à la population? Programme contre programme. C'est très intéressant. Il faut aller dedans. Il faut dire ce qu'on va faire. Oui, ça ce sont les grandes lignes. Nous avons énoncé les grandes lignes et nous traduisons en programme de gouvernance que nous proposons à la population avec un budget, par exemple, que nous proposons de 38 milliards de dollars, avec l'éducation. L'année. 38 milliards de dollars l'année pour un quinquennat à 190 milliards de dollars. Nous proposons, par exemple, au niveau de l'éducation, de consacrer 20% du budget. Nous proposons, parce que le budget reflète l'action du gouvernement, d'aller aussi plus loin avec 20%. Mais les candidats Muzito parlent de 300 milliards. 300 milliards. Sur 10 ans. 300 milliards avec un programme de gouvernement, ce qui n'est pas le cas pour le candidat 21 Fayulu, parce que lui, il ne veut pas gouverner, puisqu'il n'a pas engagé ses forces politiques à ses côtés pour le soutenir. Non, on va nommer un informateur. Qui va constater, qui va identifier la majorité. Donc ça, c'est important. Donc, quand j'ai dit, effectivement, nous devons en parler. Nous avons 20% accordé à l'éducation, 20% à l'armée, parce qu'effectivement... C'est promis pour les vendredis prochains. On ne parlera que programme. Et la santé, vous mettez aussi 20%. Si on a le temps... Non, on parlera que des programmes. Mais si on a le temps, je développe, il n'y a pas de problème. Réaction à chaud. Je voudrais apaiser mon ami, mon frère. Mais John Mkouna, vous, votre candidat aussi, le numéro 20, jusque-là, il n'a pas des programmes. Hein? Mais non, moi je n'ai pas. Il ne fait que s'attaquer à certains candidats. Les candidats numéro 20, je n'ai pas amené les programmes de candidat numéro 20. Ah, vous devez le connaître. Oui, il est là. Le programme est là. En tout cas, agriculture, 3 lignes. Je vais répondre. 3 lignes. Contrairement à ce que racontent les gens de Fayulu, ils disent que là-bas, il n'y a pas de programme. Heureusement pour moi, c'est pas moi qui l'ai amené. Ben moi, je ne l'ai pas dit. J'ai dit les gens ne font pas vous. C'est moi qui suis présent. Donc, bon, vous y retrouvez, mais c'est pas vous. Mais non, si je l'ai dit, rappelez-moi. Fayulu n'a pas de candidature de gouvernement. C'est une candidature de vie. Il ne se présente pas pour gouverner le pays. Qui vous dit qu'être candidat, c'est gagner les élections? Qui vous dit que le fait d'avoir aligné un candidat aux élections à la députation il doit partir avec un minimum. Mais non. Il doit partir au minimum avec ses propres troupes. Sinon, il va faire le noyau. Il doit augmenter ses chances. Je vais aussi répondre. Il doit partir avec ses propres troupes. Mais nous sommes là, nous nous battons à ce côté. Je voudrais apaiser M. Ngoulou, qui dit que dans ce programme, il n'y a qu'une petite page qui est révélée à l'agriculture. 3 phrases. Non, mais écoutez, l'agriculture est un domaine que Félix ne néglige pas. Ce n'est que des grandes lignes qu'on a. Le président Tshisekedi, s'il vous plaît. Pas Félix. D'accord. Non, les candidats Félix. Hein. Je l'appellerai plus que ça. Bon, ça va. Les candidats Félix. Disent, Fatih, mais encore. Non, le président de la République. Le président de la République, Tshisekedi, parce qu'il est candidat ici, c'est un domaine qui ne néglige pas l'agriculture. Si je peux vous donner des indicateurs. En 2010, en 2023, le budget 2023 avait prévu 10% du budget pour l'agriculture. Contrairement au mandat passé de Kabila, qui avait 2% ou 1,5% de pourcentage. Ce qui l'a ramené à 10%. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ces 10%? Non, c'est parce que vous ne voyez pas ce qui se passe à Kanimaka Sissé. Mais on devait aller chercher les maïs. Mais c'est ça. Je vais expliquer je ne sais pas moi en Afrique du Sud. Je vais expliquer pourquoi
ça ne doit pas être visible aujourd'hui. Parce que le Congo, vous n'avez rien en termes de production agricole. Mais lorsque vous commencez, il faut l'attendre après des années. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous vous réveillez comme... Il est agronome. S'il vous plaît, maître, le maïs c'est 3 mois, c'est pas Seulement. des années. Oui, le maïs, c'est 3 mois. Oui. Quand vous plantez le maïs, vous voulez le planter pour couvrir tous les Congos, n'est-ce pas? 3 mois après, on a... Il faut C'est la désenclaver le justement. Congo et ça n'a pas été fait. Est-ce que vous savez que tout ça, ça demande la communion Mais de il chaque faut secteur? faire attention, c'est un ingénieur agronome. J'en hein. arrive. N'entrez pas Laissez-moi- trop sur ces laissez-moi terrains-là. parler. Hmm. Quand vous cultivez 5%, pour accroître la production, il faut arriver à 50%. Et vous n'aurez que 100%. Quand vous aurez 100%, c'est en ce moment vous direz non, maintenant je me suffis. Et je peux encore aller plus loin pour vendre à l'extérieur. Mais le Congo, au stade qu'il s'est trouvé, il n'avait que 5%. Est-ce qu'il peut le ramener à 15%? Mais vous ne le sentirez toujours pas. Mais sans route de dessert, sans désenclaver, on va On rien en sentir arrive du là. tout. On arrive là. Dans ces pays, Les maïs vont pourrir à l'intérieur. On ne peut pas augmenter la production sans désenclaver on est les on est territoires, d'abord sans d'accord. faire des ponts. On est d'abord... Il faut des ponts qui traversent les rivières, il faut des routes. On est à ce stade d'accord qu'il y a eu l'augmentation du budget pour l'agriculture. Oui, mais à quoi ça a servi? Non, ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui dans ces pays, pendant les 5 mandats de Tshisekedi, on a construit 145 ponts. Et d'ailleurs, dont quelques matériaux sont encore ici en train de monter. Les routes de dessert Mais ce agricoles. sont les ponts là dont vous faites allusion. Oui. Donc Quand vous on avez... construit un pont qui relie un village proche de Massimani à la ville, Non, c'est moi, ces ponts-là. je ne vous parle pas des voies de communication en général, mais particulièrement des routes de dessert agricoles. Mais ces routes-là... M. Félix Tshisekedi a indiqué avoir réhabilité 30 000 km de routes. Je ne parle pas de 30 000 km de route ici. Les routes de dessert agricoles sont des routes, depuis que le Congo existe, sont des routes à terre bâtie. Pas un problème. N'est-ce pas? Oui. Il y a un travail. Mais qui doivent être entretenus. Justement, c'est ça qui est en train d'être fait. Mais pour que les maïs quittent Vanda pour arriver à Béan-Sengom, qui est un centre, il faut qu'il y ait des ponts. Et ce sont ces ponts-là qu'on est en train de construire. D'ailleurs, je vous informe que Félix en a construit 144. 144 ponts. Au banc de seulement. Parce que ça, je connais. Mais c'est trop, c'est aussi beaucoup. Mais ce n'est pas fini. On a encore à faire. Donc, ici, par rapport à l'agriculture, quand vous dites que c'est une part qui est réservée, j'ai dit, c'est un domaine auquel le président public a beaucoup d'attention. Et non chiffré, Ainsi, non chiffré. ok, le chiffre, moi je vous l'apporterai. C'est pourquoi lui vous a dit que, comme aujourd'hui, Oui, ce n'est pas débat bilan. On ne peut pas improviser. Moi, je suis venu pour les bilans. Programme D'abord, contre cette programme. question-là, c'est pour les bilans. Donc, j'ai dit, en 2023, dans les 2023, Félix a trouvé 1,7% De pour quoi? l'agriculture. Mais avant de partir, il voulait ses 10%. Donc, s'il fallait prendre le pouvoir demain, il va trouver, dans les 2024, 16%. Si moi j'ai utilisé ça mal, c'est ce qu'il dit, Fayoulou pourra bien l'utiliser pour le bonheur du Congolais. Donc, c'est un domaine qui n'abandonne pas. Il est trop regardant là-dessus, par rapport à l'agriculture. Quand je dis que le budget est une prévision, ça veut dire vous avez le devoir de maximiser. Vous pouvez aussi en arriver ou pas. Il faut d'abord C'est ce que ça signifie mobiliser. prévision. Oui. Donc il faut mobiliser. C'est vrai, vous dites, Est-ce que vous savez Gérer- que c'est une loi? Est-ce que vous savez? Ouais, le budget est une loi. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait de la loi? On fait sans bon vouloir, on la respecte ou pas? Maître. donc, je suis en face de quelqu'un qui ne semble pas vouloir comprendre. Quand on ne veut pas comprendre, on reste là. Les budgets, même si ça prend la forme de la loi, d'abord c'est un projet, ça prend la forme de la loi par après, parce qu'il est voté par l'Assemblée nationale et promu par le chef de l'État, mais ça reste toujours prévision. Parce qu'il faut maximiser ces recettes-là. Vous pouvez aussi ne pas l'atteindre. Vous pouvez aussi dépasser. Merci, Joe. Qu'est-ce que j'ai pris comme minute ici? Non, non, atterrissez parce que lui doit parler. Puis Alors, ça je vous vous permet de moi je comprendre. parle de là pour dire aux Congolais pourquoi ils doivent voter Tshisekedi. Renouveler son mandat pour que nous puissions consolider les acquis. Au lieu de répartir à Au lieu de zéro. partir à zéro. Pourquoi ils doivent voter Tshisekedi? J'ai entendu, dès mon enfance, je suis né en 1976 mois, on m'a raconté des choses que les parents ont étudiées gratuitement. Nos parents. Et ça vous étonnait? Ça m'étonnait. Comment?
Je suis un vrai Mobutuiste, moi. Né dans Mobutu, grandi dans Mobutu. Moi, il faut qu'ils aillent ici parfois. Mais aujourd'hui, je vis pour une fois, après avoir connu 4 présidents dans ce pays. Ce qu'elle dit, amène les enfants à l'école gratuitement. Et j'ai eu même le courage et la chance d'en compter le nombre. J'ai vu environ 6 millions d'enfants rentrer à l'école. Gratuitement. Gratuitement. Sans payer un euro. Mais un enseignement de quelle qualité? Je vais arriver là. Quelle Si infrastructure? vous avez le pouvoir demain, vous allez améliorer la qualité. Mais moi, j'ai d'abord amené les enfants à l'école. Ces enfants-là, Mais c'est grave ce que vous dites. oui, vous allez améliorer la qualité, vous. Vous cherchez le pouvoir pour faire quoi? Pour améliorer. Il s'agit de l'éducation de nos enfants. Là, gratuit d'enseignement était une obligation constitutionnelle, non réalisée par les prédécesseurs. Mais les prédécesseurs aussi ont fait quelque chose, non? Le fait de vouloir à ce que ces députés fassent de ça une obligation constitutionnelle, c'est quelque chose. C'est pourquoi quand Martin Fayulu va en guerre seul, sans député, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va légiférer. Merci Djouk. Merci beaucoup. Non, Non, s'il vous plaît, je réponds. 30 secondes. 30 secondes. Oui. Félix Tshisekedi a clarifié la situation du Rwanda avec nous. A clarifié. Parce que nous, on accusait Kabila, en connaissant le Rwandais. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré un président qui a dit, si vous ne quittez pas mon territoire, nous irons en guerre. Je ne négocie pas contre eux sur les minerais du Congo. En moins, pour la première fois, j'ai rencontré, et là je le compare au Mobutu, qui avait dit, d'abord le Congo. Mathieu Félix Takisa. Tshisekedi serait élu, en fin de compte, parce que de mon temps, j'ai vu la volonté de bien faire. La gratuité de la maternité. J'en arrive. Non, s'il vous plaît. Moi, j'ai grandi, je suis né à Mamayemo. On fera une émission Je sur suis ça. né à Mamayemo. Ok. N'est-ce pas? Je suis né à Mamayemo. Hmm. J'ai vécu de tout mon temps sur la terre des hommes à voir la saleté qu'il y avait à Mamayemo. Mais j'ai vu aujourd'hui un bâtiment naître là-bas. Un bâtiment neuf. Neuf. Sorti de Mais qui ne terre. coûte rien. Mais il Mathieu fallait Takizala. seulement la volonté. Des questions comme celle-ci, à caractère économique, devaient aussi être au cœur du débat électoral. Vous savez bien que je suis économiste. Je crois que les amis doivent mettre un peu l'eau dans leur vin. Vous savez, il ne faut pas rester dans des phrases. Quand on parle du secteur vert, c'est un écosystème. Il faut avoir d'abord les acteurs qui exercent. Il faut identifier. Dans le Mayombe, il est dans le Mayombe, il y a combien de professionnels du secteur vert à l'heure actuelle, à part le professionnel technique comme il est ingénieur. Nous devons avoir des professionnels qui travaillent. À l'époque, Tous les qu'est-ce qui Yombés se sont passait? cultivateurs, Oui, tous, sans non, exception. mais du point de vue professionnel, du point de vue professionnel. Ils sont très Non, compétents. pas ce qu'on appelle vivrières. Vous comprenez, ils sont les très entreprises. compétents, ouais. Vous voyez, l'agriculture se développe avec des agricultures. Si on a parlé du secteur vert dans ce pays, on avait des sociétés qui représentaient, qui incarnaient le secteur vert. Aujourd'hui, on en a plus. Je peux les énumérer. Nous connaissons tous, qui ont fait les bons temps de l'agriculture en Démocratie du Congo. CDI Boamanda, Unilever, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y en a plus. Vous comprenez? Deuxième chose, l'agriculture, c'est ce qu'on appelle les coopératives agricoles. C'est-à-dire que le professionnel qui cultive, il doit trouver un coopérative agricole qui achète. L'agriculture, c'est les distributeurs. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est la chaîne logistique. L'agriculture, c'est le secteur bancaire. Nous n'avons pas une banque bancaire, une banque agricole. La banque agricole, ce sont ces exploitants qui amènent le dépôt pour que le secteur soit prospère. Aujourd'hui, restons pas avec des choses. Pourquoi on ne fait pas un plan? Parce que ça fait presque 50 ans que ce secteur est dans la ruine. Et que même aujourd'hui, les inhérents, vous savez dans quel état? Moi, je suis né à Kikwit. Et à côté de Kikwit, il y avait ce qu'on appelait l'INERA d'Imbinga. Kimbinga, où les professionnels comme vous, heureusement, je suis aussi ingénieur, qui étaient sur le terrain, allez regarder cet endroit aujourd'hui et polluer même. Vous comprenez donc? Je crois que nous devons, même vous êtes en train de faire la politique, mais rester professionnel de votre secteur. Ça veut dire qu'il faut amener des éléments concrets, il faut qu'on audite ce secteur. Il ne faut pas qu'on croit que l'agriculture va monter dans ce pays uniquement avec des mesurettes. Mais l'agriculture, il faut créer le système. Ça veut dire que les professionnels dans ce secteur et les entreprises, en créant des réformes réelles, le Sénégal a fait. Le président Macky Sall arrive, il crée un plan autour des secteurs verts, qui tournait avec le plan qu'on appelle ça Sénégal émergent. On dit que voilà, nous consommons, ce que nous consommons, la moitié doit être produit localement au niveau du Sénégal. Pour qu'on permette aux professionnels sectoriels du secteur vert qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, il n'y a pas un plan.
50 ans durant. Donc nous naviguons à vue. Nous n'avons pas un plan du secteur vert. À 10%. Éviter aujourd'hui des Non, mais risques, le budget a été à augmenté. 10%. mais le budget. budget, s'il vous plaît. Non, mais c'est ce que nous disons. Vous comprenez, à un moment, il faut le budget et ce sont des De actifs. 1,7 à 10%. Ce sont des actifs. Aujourd'hui, nous avons un problème de l'actif professionnel et particulier. Mais qui Nous gouverne, avons cher pris- monsieur? Qui gouverne? S'il vous plaît. Parce que vous avez l'impression C'est que qui vous vous gouverne. adressez à moi comme si Non, c'était moi c'est qui qui étais en gouverne. charge de ce secteur. Mais heureusement que vous Nous êtes, sommes- voilà. heureusement, vous êtes de même secteur avec ceux qui gouvernent. Vous êtes politique aujourd'hui. Donc vous devez on est sur le volet- Aujourd'hui, on les est- politiques, non. vous devez rectifier les choses. On est C'est sur le dit que- volet agricole. Oui. Les candidats Oui. qui se présentent Oui. pour corriger les choses. Oui. Vous venez de faire un tableau saisissant de ce qui ne va Oui. pas en agriculture. Oui. À qui la faute? Je vous pose la question. Oui, mais la faute, c'est quoi? Vous savez, ça fait 50 ans. C'est le politique qui nous dirige. La faute, c'est au politique. Ça veut dire qu'au lieu de s'entourer de chercher à créer des experts sectoriels, parce qu'un politique, sans les experts sectoriels, il ne fera rien. Merci, C'est-à-dire merci. que nous devons Merci, chercher à créer candidat. des experts sectoriels Le temps qui pour vont moi de devenir vous maintenant donner- les, Merci, les partenaires En tout cas, ça, des c'est politiques. un débat Je intéressant. crois ce On peut débat-là, revenir et on sur doit ça. revenir ici, et Monsieur que Ngoulou, vous nous montrez En tout cas, là, on comment vous a avez plus beaucoup chiffré de temps. vos programmes, On doit ainsi de coûte suite. que coûte atterrir. Je ne vous donne que 60 secondes, c'est juste pour atterrir. Et on va se revoir prochainement, peut-être pour parler maintenant du programme de chaque candidat. Vous n'avez que 60 secondes pour placer le mot de la fin. Si vous me posez une question, je réponds. Si vous voulez que Non, je donne conclusion. ma propre conclusion. Oui. D'abord, je vous remercie pour avoir organisé ce plateau, très intéressant. Et je crois que nous allons aux élections pour faire des propositions concrètes aux Congolais, des propositions pour améliorer leur bien-être, pour développer ce pays, des propositions qui doivent se traduire sous la forme de réformes vigoureuses. Et je crois que le candidat Adolphe Mouzito, numéro 24, qui va travailler 24 heures sur 24, va proposer au cours de sa campagne des propositions concrètes aux Congolais sous forme de réformes chiffrées. Il ne faut pas mentir aux Congolais, il faut leur dire les réformes ont un coût et chaque réforme doit avoir sa source de financement. Nous verrons si les autres candidats feront cet effort, mais nous souhaitons aujourd'hui que la souveraineté de la RDC soit restaurée pleinement. Il faut qu'elle soit restaurée pleinement. Souveraineté par rapport à ce qui se passe, à l'agression que nous subissons avec une partie de notre territoire, n'est-ce pas, qui est en proie à toutes ces souffrances. Nous souhaitons une souveraineté diplomatique. Nous voulons avoir une diplomatie forte. Nous souhaitons la paix et la sécurité. Nous voulons avoir des forces armées capables de nous défendre. Nous voulons que nos dirigeants nous fassent des propositions concrètes, des propositions chiffrées. Donc voilà, en bref, je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir au cours de cette campagne pour aborder un certain nombre de sujets, pour entrer dans le détail des programmes. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait connaissance, on a sur ce plateau, et je crois qu'on va avancer. Mais je continue toujours à déplorer que le candidat Félix Tshisekedi ait fourni un programme non chiffré, sans dire comment il va financer l'offre qu'il propose aux Congolais. On trouvera Oui. des membres de l'UDPS pour en parler. Voilà, un programme. Et je termine en disant que j'ai la plus grande inquiétude sur, si vous voulez, le candidat numéro 21, car je pense que ce n'est pas un candidat qui a l'intention de gouverner, parce que je ne peux pas comprendre qu'un président de parti laisse ses troupes et aille tout seul en indépendance. Ça me dépasse. Voilà. Yves Badjoko. Je vais inviter tout le monde à ne pas pleurer sur notre sort. Nous sommes là, nous sommes aux côtés du candidat de la cohésion. Qui ne s'apitoie pas sur votre sort. Non. Il ne faut pas avoir pitié outre mesure que pour nous-mêmes. Nous sommes aux côtés du candidat 21, du candidat de la cohésion nationale. C'est un candidat, comme on dit, les élections présidentielles, c'est le rendez-vous d'un homme avec un peuple, avec l'histoire. Et cet homme porte un projet. Cet homme doit être invertébré, c'est-à-dire avoir les capacités et les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser le projet auquel il aspire. Cet homme a un niveau de dignité et d'intégrité que personne ne peut lui reprocher, parce qu'autour de nous, de la classe politique, j'emprunte les mots de Joseph Panda, il y a énormément de voleurs, et au moins lui, il fait preuve d'une certaine virginité dans ce domaine. Et pourquoi il faut les lire? Il faut les lire pour sa constance dans le combat, parce qu'il est resté aux côtés du peuple pendant toutes ces années, alors qu'il avait les chants de sirènes qui venaient de l'Union sacrée pour pouvoir l'associer. C'est un candidat qui sait dire non quand il faut dire non, et oui
oui quand il faut dire non, et oui quand il faut dire oui. Nous avons un projet pour ce peuple, nous avons un projet pour ce Mais pays. son ralliement tardif du processus suscite de suspicion. Non, il n'y a aucune suspicion à susciter. Comme s'il a été commissionné. En juillet 2022, exactement du 11 au 14 juillet, nous sommes allés en congrès. Nous sommes le premier parti à avoir désigné un candidat président de la République, à mettre en place un projet de société, le manifeste de Kisangani, qui devient aujourd'hui un programme de gouvernance. Donc on ne peut pas nous reprocher ça. Donc nous étions prêts et nous sommes là, l'heure a sonné. C'est le moment de changer ce pays. C'est le moment d'arrêter la démagogie. C'est le moment de se demander où est-ce que le rame est passé. C'est le moment de se demander où est-ce que le poisson chinchard est passé. C'est le moment de se demander pourquoi est-ce qu'on met l'agriculture en priorité et qu'on n'a pas été capable de construire une banque agricole. C'est le moment aujourd'hui de se demander pourquoi est-ce qu'il faut envoyer les élèves à l'école en ne se souciant pas de la qualité, comme mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, mais en privilégiant la quantité, alors que l'éducation est une clé de voûte pour le développement de toute une république. Et c'est le moment de changer, de mettre Félix Tshisekedi et son union sacrée dehors. John Mukuna, votre conclusion. Merci John. Merci à tous mes co-débatteurs. Tshisekedi doit être élu, doit renouveler son mandat pour continuer et consolider les acquis que nous bénéficions aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a amené les enfants à l'école. Personne a quelqu'un qui l'aime plus que ses enfants. Ah oui, hein. Aucun homme sur la terre peut me dire que non, il aime un ami plus que son enfant. Jamais. Ça n'existe pas. Et je suis heureux de voir mes enfants aller à l'école aujourd'hui sans payer un rond. Vous êtes aussi heureux de voir madame aller accoucher. Je suis heureux aujourd'hui de voir ma femme aller à l'hôpital accoucher sans payer un rond. Et le co-débatteur de Faoulou qui est en face de moi, il est aussi heureux d'envoyer sa femme demain à la maternité sans payer un rond. Là, c'est ce qu'elle dit. Donc, les Congolais doivent les lire pour ne pas créer la rupture. Parce que si vous ne les lisez pas, Faoulou qui viendra, puisqu'il ne se reconnaît pas dans ces maternités, on va repartir à zéro. On repart à zéro. Il va vous amener autre chose et puis nous repartons à zéro. Si vous ne les votez pas, Martin Fayoulou ou Mozito qui va venir, ils vous diront, non, écoutez, gratuité, on a. Non, gratuité, c'est constitutionnel. Non, même c'est constitutionnel. Oui. Même c'est constitutionnel. C'est pas l'affaire des Tshisekedi. Ils vont, mais Kabila l'a fait. C'était constitutionnel, il n'avait pas appliqué. Ça veut dire qu'ils vont toujours arriver à ça. Mais, puisque Tshisekedi doit être libre, et les Congolais qui me suivent en ce moment doivent les faciliter la tâche. En élisant aussi ces députés qui doivent constituer la majorité. Pour éviter les désastres de 2018 que nous avons connus, gouverner sans majorité, qui a donné lié à des coalitions. Vous avez dit. De tristes mémoires. Merci. Mais moi, j'ai dit, quand vous serez aux urnes, après d'avoir voté les numéros 20, Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, les amis de la FUNA, votez aussi le numéro 667. Votre candidat, Maître Joe Mukuna. Merci. Votre conclusion. Moi, j'attends à tous les candidats des priorités qui sont jouées à la démocratie du Congo. Personne ne parle du chômage des Congolais. Avez-vous lu tous les Personne parle. Oui, mais je vous dis. Ben, à l'auteur de combien ils vont financer? Tous les quelles sont les réformes et quels sont les secteurs qui seront prioritaires pour qu'on puisse créer de l'emploi? Parce qu'aujourd'hui, le chômage des jeunes, c'est autour de 70% de la population active. Donc c'est ça le vrai problème aussi. Et comment on va faire pour les petites et moyennes entreprises en jouant le République du Congo? Parce que le nombre des entreprises est faible dans le territoire. On a parlé des recettes agricoles, mais l'autre fois, le route des recettes agricoles a été en première position par des entreprises qui étaient installées dans le territoire. Aujourd'hui, le territoire est vidé. Et maintenant, montrez-nous comment vous allez faire pour financer les entreprises au moment où nous n'avons pas de banques de capitaux locales, parce que le chômage, c'est le premier cancer de la République démocratique. Merci à vous, messieurs. Revenez dans ce plateau avec les stratégies. Comment vous allez faire, quelles sont les réformes pour le chômage des Congolais et l'apprentissage des Congolais, parce que ceux qui finissent l'université n'arrivent pas à trouver même un stage. C'est ça le vrai problème. 8h30, on se retrouve le vendredi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.